Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Bonjour, et dans la France à découvrir, nous allons plonger au cœur d'une passion et d'un loisir qui occupe 1 500 000 de nos compatriotes. Plonger, mais en restant à la surface de l'eau, car c'est à nos amis pêcheurs en eau douce que nous donnons la parole ce soir. Ils sont partout en France, au bord des rivières, des lacs, des étangs, de nos belles régions et même en centre-ville. Si vous avez encore l'image du pépé en bob assis sur son trépied, la canne en bambou à la main, cette émission va vous surprendre. La pêche à la ligne est tendance, fun, technique, ludique, stratégique et séduit de plus en plus de jeunes et les femmes. Elle se développe en plus avec une conscience aiguë de la protection de l'environnement. Les joies de la pêche à la ligne, les trucs et astuces de pêcheurs chevronnés, de belles histoires de nature et de poissons, c'est maintenant dans la France à découvrir avec la Fédération nationale de la pêche en France. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et d'ailleurs, c'est la Fédération nationale pour la pêche en France. Petit rectificatif. Et nous avons Benoît Lefebvre, chargé du développement du loisir pêche à la Fédération et pêcheur passionné depuis l'âge de 8 ans qui est là ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Christophe. Nous accueillerons Guylain Bataille, vice-président de la Fédération de pêche de Dordogne et administrateur aussi à la Fédération. Vincent Bouteiller, qui lui travaille en milieu aquatique auprès des jeunes. Et Mélanie Messel, une pêcheuse de 29 ans, passionnée également, moniteur guide de pêche dans le Var. Mais avant tout, Benoît, on va parler de pêche dans le sens général. La pêche en eau douce en France, 74 fleuves, 416 rivières, 1700 canaux. La Fédération, on l'a dit, 1 500 000 adhérents. Il y a même 40 000 bénévoles qui aident. Tous ces chiffres pour dire que la Fédération est plutôt en bonne santé et que le loisir pêche va bien. Exactement. Déjà, c'est un des plus grands réseaux associatifs de France, la pêche, comme vous disiez, 40 000 bénévoles, 3 600 associations locales qui sont fédérées dans des structures départementales, elles-mêmes représentées par la Fédération nationale. Donc on est vraiment un réseau associatif très important. Et voilà, puis on espère avoir encore plus d'adhérents et de bénévoles pour nous accompagner dans nos missions et puis dans cette belle aventure qu'est la pêche, quoi. Alors vous-même, vous êtes pêcheur en région parisienne, vous habitez Épernon, vous arrivez à pêcher quand même dans la région parisienne facilement, tous les jours Oui, tout à fait. Alors, avant, j'habitais même en région parisienne. Et, où ça à Orsay, dans la vallée de Chevreuse, donc Très bien. c'est un côté préservé, il y a des rivières, et puis on peut pêcher, on en avait parlé, même dans Paris, pêcher la Seine, le canal Saint-Martin. On va en parler du street fishing qui est très à la mode chez les jeunes. Exactement, et puis vers chez moi, il y a des rivières, des étangs, où on peut s'adonner à notre passion. Alors la pêche, sport ou loisir? Qu'est-ce que c'est exactement la pêche? Eh ben, c'est les deux, c'est avant tout un loisir. Nous, c'est vrai qu'on s'occupe de la pêche de loisir, et c'est avant tout un loisir. Mais il y a un volet sport à la pêche. D'ailleurs, il y a une fédération française de pêche sportive avec qui on a un partenariat et puis on travaille ensemble. Donc c'est vraiment tout. Ça peut aller du loisir au sport. On verra, on en parlera. En fait, la pêche, c'est à chacun sa pêche un petit peu. C'est ça, c'est sur mesure. Chacun s'adapte avec sa propre stratégie, ses techniques, ses trucs et astuces qu'on ne donne pas toujours aux uns et aux autres, qu'on garde secrètement. Il y a des secrets. Tout à fait. Et puis, il y a des secrets, etc. Et puis, c'est aussi chacun ses attentes, finalement. Qu'est-ce qu'on attend de ce moment? Un moment de partage avec ses amis, un moment où on s'isole un peu en contact de la nature, où on se retrouve soi-même. Et puis, avec des pêches des fois statiques, c'est-à-dire on reste sur un endroit, puis des fois des pêches itinérantes, où on peut faire plusieurs kilomètres dans la journée, sur les bords de rivière ou sur l'eau. Alors, parlons concret, parlons vrai, comme le slogan de Sud Radio. La carte de pêche, on la trouve où? Qu'est-ce qu'elle donne comme droit et combien ça coûte? Alors, la carte de pêche, il y a deux moyens de faire. Il la faut, Exactement. C'est obligatoire. Pour pêcher, il faut une carte de pêche. C'est important parce qu'en fait, quand on prend une carte de pêche, c'est pas seulement le droit de pêcher, c'est on adhère à une association aussi, on participe donc à la vie d'une association qui s'occupe de la pêche et de la protection du milieu aquatique. Donc cette carte de pêche, on peut la trouver de deux façons. Sur un site internet qui s'appelle cartedepêche.fr. Donc là, c'est très simple. On rentre le nom de la commune, ça nous dirige préférentiellement vers l'association du coin. D'accord. Et on choisit sa carte de pêche. Et on peut payer sur Internet? On peut payer sur Internet et puis on reçoit la carte par la poste. Voilà, exact. Non, même un PDF, un PDF qu'on peut télécharger. Parfait. Génial. Et puis, on a même une application qui s'appelle Génération Pêche, sur laquelle notre carte de pêche peut apparaître également en cas de contrôle. D'accord. Voilà. Alors, les prix, ça va de quoi à quoi? Alors, juste pour terminer sur l'acquisition de la carte de pêche, on peut aussi bien sûr aller chez son détaillant local, le vendeur d'articles de pêche ou d'autres détaillants qui vendent la carte de pêche. Puis là, c'est vachement bien parce qu'en plus, on peut acheter son matériel, en profiter pour prendre des trucs et astuces sur la pêche du moment. Et voilà. Donc, sur l'offre de la carte de pêche, j'allais dire, il y a des cartes de pêche, pour tout le monde. Des cartes les jeunes. Les jeunes. Alors,
carte jeune, il y a des cartes mineures moins de 18 ans. Mhm. Donc, c'est autour d'une vingtaine d'euros l'année. D'accord. Et à chaque fois, donc, on prend une carte de pêche, ça te permet de pêcher sur le territoire de son association. Mais alors, un jeune qui a 12 ans, il lui faut la carte ou pas, non? Oui. Exactement. Oui. Dès l'instant où il commence à pêcher. Exactement. Donc, 2 types de cartes pour les jeunes. La carte mineure qui donne le droit de pêcher à 4 cannes, comme un grand, j'allais dire. Ah, 4 cannes. Ouais, à 4 cannes. Et il y a une carte découverte, j'allais dire, qui est autour de 6 euros. Et là, ça donne le droit de pêcher à une canne pour découvrir le loisir. Et on est limité en nombre de cannes? Oui, alors 4 cannes en seconde catégorie, donc ça va être les grands fleuves, les étangs, et en première catégorie, donc plutôt les secteurs à truites, les torrents, les petites rivières, on pêche à 1 voire 2 cannes. D'accord. Voilà. À quel âge on peut commencer raisonnablement à s'intéresser à la pêche? Vous avez commencé à quel âge, vous? Alors moi j'ai commencé à 8 ans, mais j'allais dire, Ouais. moi je connais des jeunes qui s'y intéressent bien plus tôt, parce qu'il y a toujours une attirance des enfants pour l'eau, les poissons. Mais le bon âge, ouais, c'est 6-8 ans pour commencer à avoir une certaine dextérité. Et on découvre la pêche, vous êtes d'accord, plutôt en milieu rural et plutôt issu d'une tradition familiale. Alors ça, c'est à l'origine, c'est vrai que c'était vraiment un loisir où il y avait une transmission familiale, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres vecteurs pour apprendre la pêche. C'est-à-dire déjà, il y a nos structures qui font de l'animation pêche, nos ateliers pêche nature au niveau local, les structures fédérales qui font des stages de pêche et des initiations à la pêche. Et puis, aujourd'hui, il y a d'autres vecteurs. Il y a Internet où on peut trouver des super tutos maintenant pour commencer la pêche. On trouve toutes les informations. Et puis, il y a d'autres acteurs, comme les moniteurs guides de pêche, qui peuvent vous accompagner sur une rivière que vous connaissez pas. Un rôle très important, d'ailleurs. Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'on peut pêcher en centre-ville? Parce que là, les gens qui nous écoutent nous disent, oui, c'est bien gentil la pêche, mais il faut quand même faire 10 bornes, 20 bornes pour retrouver un fleuve. Non, on peut très bien à Toulouse, à Lyon, à Paris. Exactement, à Strasbourg. Donc à Paris, on peut s'y risquer? L'eau est propre? On a toujours ce petit risque quand même. Alors, on a toujours ce doute. On peut pêcher sans problème, et d'ailleurs remettre le poisson à l'eau. Il y a certains secteurs où la consommation du poisson est, n'est pas conseillée, mais c'est vraiment des très rares cas. Et c'est ça, on plus se par renseigne prudence auprès de la fédération locale. Exactement. D'accord. En fait, en cas de toute question sur la pêche, le mieux, c'est Allô, d'appeler la fédération départementale. Il y a des professionnels qui sont là pour vous guider, pour vous renseigner, vous donner des conseils. Et vous avez pêché dans Paris. On se disait, quand on a préparé l'émission, qu'il y avait plus de poissons qu'avant. Ça s'est amélioré, la qualité de l'eau. Exactement. Il y en avait combien avant? 5? On n'en trouvait plus que 5 ou 10? Exactement. Dans les années 60, la misère. On n'en trouvait plus que 5 variétés différentes. Finalement, en fait, c'était les espèces les plus, on dit, polluo-résistantes, qui avaient besoin le moins d'oxygène, notamment. On peut trouver les cyprinidés, donc tout ce qui est famille gardon, les carpes, etc. Ah, les cyprinidés. Voilà, c'est une famille de poissons. Et puis, celles qui étaient le plus polluo-sensibles, on peut, par exemple, les goujons, peut-être les barbeaux, avaient plus de mal en fait à survivre. Au fur et à mesure, la qualité s'est améliorée, notamment avec l'installation des stations d'épuration plus efficientes, des lois de protection de l'environnement également. Et dans les années 80, par exemple, on en comptait une quinzaine, et aujourd'hui, on est arrivé à peu près à 35 espèces différentes. C'est très très bien. C'est un bon signe, comme quoi quand on met des mesures efficaces, ça marche. Ça marche, mais il y a encore un gros travail à faire d'une manière générale sur les eaux en France. Et parmi les travaux d'Hercule de la Fédération, est-ce que la protection de l'environnement, ça fait partie des gros dossiers? C'est primordial. D'ailleurs, c'est même une mission qui nous est confiée par le législateur. Dans la loi sur l'eau, on a un caractère d'intérêt public en fait de nos associations, avec des missions d'intérêt général qui sont notamment la protection du milieu aquatique et la sensibilisation à l'environnement. D'accord. Donc ça fait partie du travail de la fédération, ça? Alors, des fédérations et des associations au niveau local. Au niveau local. C'est-à-dire que vraiment, il y a un gros travail de restauration des rivières, de nettoyage des berges. Ah oui, ça vous incombe. Enfin, ça vous incombe. Ça incombe aux propriétaires normalement des rives, etc. Et en fait, nos associations, souvent, passent des conventions avec les propriétaires pour avoir le droit de pêche sur leur territoire, et en échange, elles prennent en charge la gestion justement de ces aspects-là. Il y a tellement de choses à dire sur la pêche. Vous allez nous en parler tout au long de cette heure, parce qu'il y a des choses que vous avez partagées vous en tant que pêcheur. Oui. Et quand on écoute un pêcheur parler, on reste suspendu parce que c'est vraiment une passion. On peut dire que c'est une passion pour tout le monde. Exactement, c'est une passion. Alors, comme on disait, à chacun sa pêche. Ça peut être une petite partie de notre vie, ça peut être une petite parenthèse. Mais pour les gens passionnés, comme toute passion, ça peut prendre
une grande place dans nos vies et qui influe au-delà du loisir même sur voilà, une conscience du caractère fragile de l'environnement et voilà, un amour de la nature, quoi. C'est ça, c'est aussi ça le vecteur commun, c'est un amour de la nature. Eh bien, restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, surtout si vous avez des enfants ou même des petits-enfants. Dans un instant, vous saurez pourquoi et comment on peut facilement les faire décrocher de leurs écrans et les intéresser à la nature et à la pêche. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour dans la France à découvrir consacré à la pêche et aux pêcheurs et à la passion de la pêche avec Benoît Lefebvre, chargé de développement du loisir pêche à la Fédération nationale pour la pêche en France, pêcheur passionné lui-même depuis l'âge de 8 ans. Et nous accueillons Vincent Bouteiller. Alors lui, il est salarié de la Fédération départementale de Haute-Garonne. Il est animateur pêche et en milieu aquatique auprès des jeunes publics. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors votre travail, Vincent, vous avez 37 ans, vous êtes un gamin pratiquement. Vous êtes éducateur et vous sensibilisez, vous avez déjà sensibilisé plus de 2000 enfants à la pêche et à l'environnement. Comment ça se passe? Comment vous procédez? Alors pour revenir sur le chiffre, déjà, annuellement, donc tous les ans, et depuis 10 ans. Comment nous procédons? Ça fait 20 000. On va procéder un petit peu comme des jardiniers, c'est-à-dire semer des petites graines et attendre que notre joli plant de tomates pousse. Ou alors on va prendre des plants de tomates déjà qui ont bien grandi. On a fait le pari en Haute-Garonne de planter des petites graines, des enfants qui ont 10 ans, entre 3 et 10 ans pour la majeure partie. Et ensuite, de leur présenter déjà les poissons qui sont présents dans le plan d'eau ou pas loin de leur maison. Ils arrivent à assimiler quelques noms d'espèces de poissons. Et ensuite... Alors vous avez un très bel accent, Vincent. Je rappelle que vous êtes à Roques-sur-Garonne, c'est ça? C'est ça, voilà. À combien de kilomètres de Toulouse vous êtes? On est environ une quinzaine de kilomètres. D'accord. Donc votre travail, c'est de sensibiliser les enfants à partir de quel âge? À partir de 3 ans, voilà. À partir de 3 ans, voilà. 3 ans? Donc, oui. Ah ouais. Donc ils arrivent à bien marcher. À tenir une canne à pêche, c'est possible, voilà, de commencer à les sensibiliser. Et quoi de mieux pour sensibiliser un enfant, mettre une canne à pêche dans les doigts, Bien sûr. Rattraper son premier poisson. Alors, on sait tous que la pêche, c'est l'école de la patience. Comment on arrive, par exemple, à un petit peu plus grand, des gamins qui ont entre 7 et 15 ans, à leur apprendre la pêche? Parce que c'est ça, la pêche. Hein. Des fois, il ne se passe rien pendant 1 heure, 2 heures. Voilà, donc, à la pêche, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement regarder notre petit bouchon ou pas sous l'eau, s'émerveiller de tout ce qui va autour. Bien sûr. Autour d'un plan d'eau, il y a plein de choses à découvrir, que ce soit les petits insectes, les oiseaux. Il y a toujours quelque chose à regarder et d'intéressant, de magique un petit peu pour les enfants. Et à nous aussi de leur faire imaginer qu'est-ce qu'il se cache sous ce miroir, sous l'eau, pour que l'enfant imagine que pourra attraper enfin son premier poisson. Oui, ça c'est un peu le côté magique de l'histoire, c'est quand il attrape son premier poisson, il doit être émerveillé. Tout à fait, voilà, c'est magnifique à voir un enfant attraper son premier poisson, de pouvoir le toucher, c'est quelque chose aussi réelle découverte pour les enfants, et ensuite de le remettre à l'eau pour lui rendre sa liberté. Alors vous qui avez une expérience de recul sur les 10 ans où vous avez sensibilisé des jeunes, est-ce que vous en revoyez aujourd'hui et ça a porté ses fruits? Est-ce que vous êtes content d'avoir vu des tomates pousser? Oui, voilà, c'est ce qui est intéressant. Oui, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est par rapport à d'autres missions que nous avons au sein de la fédération. On est un rôle de pêche, médiateur au bord de l'eau, les pêcheurs. Et on retrouve donc des jeunes pêcheurs que nous avions eus il y a une dizaine d'années au pôle animation et qui où la graine a germé et la passion est là. C'est intéressant de voir que oui, c'est bien. Et Benoît, on est d'accord que la pêche, c'est pas tuer du poisson, c'est simplement aussi le plaisir sportif de le sortir de l'eau, ce qu'on appelle le no-kill. C'est quoi le no-kill? Alors, le no-kill, on ne peut pas faire d'anglicisme, on pourrait dire graciation aussi, c'est-à-dire le fait de remettre le poisson à l'eau. Ce qu'il faut savoir dans la pêche, c'est que, j'allais dire, on a un choix qui est fait et qu'il faut aussi de l'apprentissage de la vie et de notre acte de pêche, c'est-à-dire qu'on peut choisir de garder le poisson pour le consommer, comme choisir de le remettre à l'eau. Alors, il y a des règles, parce que certaines espèces ont des tailles de capture, etc. Et puis, tout ça se fait dans un esprit
de prélèvement raisonné quand on prélève. C'est-à-dire que le pêcheur doit avoir conscience que la ressource, elle n'est pas infinie. Donc, il y a vraiment un acte de décision de la part du pêcheur qui est de se dire, je garde mon poisson pour le consommer. Généralement, quand on prélève, c'est de quoi se nourrir une journée. On va pas prélever, si on attrape 10 truites, on va pas prélever les 10 truites d'un coup. Et puis, le choix de remettre le poisson à l'eau, c'est aussi l'avantage de notre passion, c'est que on peut pêcher avec des techniques qui nous permettent de remettre le poisson vraiment dans des bonnes conditions à l'eau. Et il survit après, en général. Oui, il survit et on apprend également aux enfants, et c'est Vincent, je suppose, le fait dans ses animations pêche, à faire les bons gestes pour remettre le poisson à l'eau dans des bonnes conditions. Par exemple, se mouiller les mains, ne pas le laisser trop longtemps en dehors de l'eau et le remettre correctement à l'eau pour qu'il reparte de la meilleure manière possible. D'accord. Vincent, vous apprenez ce respect du vivant aux enfants aussi ? Oui, exactement. Oui, exactement. À partir du moment où les enfants ont attrapé un poisson, le mettent quand même dans un seau pour le regarder, le toucher un tout petit peu. On leur apprend le respect, comme a dit Benoît, de le manipuler, de le respecter, de le remettre à l'eau. Et pourquoi le remettre à l'eau ? Et pourquoi le remettre à l'eau ? Pour qu'ensuite il puisse grandir. Bien sûr. Ça, vous leur expliquez tout ça, vous les sensibilisez aussi à ça. Complètement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même spontanément, les enfants ont envie de vite le remettre à l'eau pour lui rendre sa liberté, pour envoyer avec sa famille. Ce sont des enfants, ils sont respectueux de la vie et de la nature, beaucoup plus que les adultes. Il y a sûrement une part. Je vous laisse. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une dimension thérapeutique aussi dans la pêche auprès des enfants ? Parce qu'on va en parler avec Benoît, mais c'est vrai que la pêche, c'est quelque chose, un moment où le temps s'arrête, où on médite, où on peut réfléchir sur sa vie, ou au contraire, là, on ne réfléchit pas, mais ça se fait quand même inconsciemment. Et chez les enfants, c'est vrai, ça peut se vérifier, ça ? Ça se vérifie, nous on le vérifie parce que des années, on a des programmes suivis avec des enfants ITEP ou d'IME. Alors c'est quoi les ITEP et les IME ? C'est des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. D'accord. Un institut médicalisé éducatif. Là, on va suivre un groupe d'enfants tout au long de l'année pour leur apprendre plusieurs techniques de pêche. L'objectif pour les éducateurs de ces centres-là, c'est par le biais de la pêche, d'arriver à trouver une activité qui va concentrer l'enfant et où il va réussir à se concentrer plutôt. Par exemple, pour les hyperactifs, ça peut avoir un bénéfice certain. Oui, tout à fait. L'objectif final de ces séances-là, c'est de terminer par une séance un peu plus longue, souvent par un camp de nuit au bord de l'eau, donc une séance de 24 heures. Ah, génial. On emmène les enfants dans des camps de pêche. Dans des camps de pêche. Oui, dans des camps de pêche, voilà, parce que il y a un seul poisson qu'on a le droit de pêcher la nuit, c'est la carpe. Comme tout le monde, comme chacun sait. Pas tout à fait, mais bon, voilà. Mais du coup, on peut pêcher la carpe de nuit et on emmène les enfants à pêcher la carpe de nuit. Donc, la dimension du pêche de pêche qui est appréciable pour eux. Donc ils sont sous des tentes, comment ça se passe? Ils sont Oui, voilà, c'est un petit peu en mode route, c'est bien. Des cannes à pêche à proximité. Et ils font ça combien de temps? Une semaine ils partent, non? Pour les enfants, on va se limiter à 24 heures. 24 heures, d'accord. Mais sinon, il y a des camps de pêche plus longs. Oui, avec d'autres structures, nous ne le faisons pas, mais des guides de pêche peuvent faire des camps de pêche un petit peu, voilà, où des personnes peuvent le faire aussi individuellement. Oui. Benoît, la dimension thérapeutique de la pêche, vous pouvez nous en parler, vous, parce que vous êtes quelqu'un qui méditait pendant que vous pêchez, qui trouvait des solutions à des problèmes. Non, on va dire, on faisait un parallèle justement parfois à la méditation, dans le sens où quand on pêche, on est dans le moment présent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on est en pleine conscience. En pleine conscience de son activité, du cadre dans lequel on se retrouve. Et ça permet de mettre un petit peu de côté, peut-être parfois les soucis de la vie qu'on a à côté, de prendre du recul. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques soucis, d'aller à la pêche. Et puis en revenant de la pêche, qu'une solution m'apparaisse comme ça, parce que peut-être ça m'avait permis de prendre ce recul, d'être dans un moment, dans une parenthèse un petit peu dans ma vie. Et puis la proximité avec l'eau et la masse d'eau, ça influe. Peut-être, ouais, effectivement. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des études anglaises qui ont été menées sur la pêche de loisirs et qui ont montré le bienfait pour la santé, en fait, de cette activité. Et effectivement, je pense que c'est lié à ce dont on parlait, par exemple, lié à ce caractère de l'instant présent. Et puis, le contact avec la nature. C'est ça. Je veux dire, c'est ça, surtout c'est quelque chose essentiel. Et puis, il y a d'autres vertus, comme on disait, le partage. C'est-à-dire que si on n'est pas seul, qu'on va avec aussi des amis,
Et ben pareil, c'est une parenthèse où on partage quelque chose avec les gens. Parfois, on partage également avec les promeneurs parce que c'est un vecteur de communication, la pêche. Et on a toujours ce petit bruit, hein, Maxime, on peut envoyer le petit bruit d'eau là qui est toujours dans le fond, là, qu'on entend. Ah voilà, ça c'est le bruit d'une rivière. Ah, ça, c'est merveilleux. Ça détend. C'est merveilleux, ce bruit est merveilleux, mais j'allais dire, on peut rien... Dans les lacs, on a un peu moins ce bruit, mais on a le paysage et puis on a cette concentration sur une activité, sur le moment présent, quoi. Vincent, qu'est-ce qu'on pêche à Toulouse, en Haute-Garonne et dans le centre-ville ou ailleurs? Ce qui est intéressant, c'est qu'en Haute-Garonne, pas loin de la source de la Garonne, donc on peut aussi bien pratiquer même en montagne, voire même en haute montagne. Ah oui, ça vous avez quand même un beau pays. Hein. Et ensuite, bien sûr, il y a une partie un peu plus citadine autour de Toulouse, avec la Garonne comme axe central, le canal du Midi, mais aussi le canal du Midi. Ah, génial. Et alors, on pêche quoi dans le canal du Midi? C'est propre, c'est bien? Souvent, on pense que c'est un milieu qui est un peu dégradé, parce que, bien sûr, en centre-ville, on voit des déchets qui vont flotter. Mais l'eau du canal du Midi est alimentée par la montagne noire, donc c'est quand même une eau assez noire, et c'est quand même une eau assez propre, et on va retrouver des poissons d'eau lente, donc comme des carpes, des carpes, des silures, des pochets, des cendres. Et le silure, ça se mange ou pas? Oui, ça se mange, Benoît. Pas quand il est pas trop gros, hein, c'est ça. Hein. Oui, il peut se manger, hein, j'allais dire comme tout poisson. Généralement, on va éviter de le faire sur les gros poissons. Mais oui, un silure de 60-70 cm, on peut. Après, j'allais dire, souvent les pêcheurs de silure ont plutôt une tradition de remise à l'eau sur cette espèce, un peu comme pour la carpe. Où ils cherchent souvent des individus de grande taille, donc une tendance à se dire, bon, je vais le laisser un petit peu grandir, puis je vais le retrouver plus tard. On va continuer à parler pêche. Merci pour votre témoignage, Vincent Bouteiller. Bravo pour votre action auprès des enfants. Continuez, 20 000, il faut passer aux 30 000, 40 000 enfants sensibilisés à la pêche. Et nous, restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Oui. S'il y a un paradis pour pêcheurs, bon, il était bien sûr en Haute-Garonne, mais il est aussi possible qu'il existe en Dordogne. Notre prochaine étape, coin de France, où même le saumon fait des apparitions. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour dans la France à découvrir à ce merveilleux loisir et ce sport qu'est la pêche en eau douce avec Benoît Lefebvre, chargé du développement du loisir pêche à la Fédération et pêcheur passionné également. Et nous accueillons Guylain Bataille, vice-président de Fédération de pêche en Dordogne, administrateur également et pêcheur de 64 ans qui habite ce qu'on peut appeler une sorte de paradis pour le pêcheur. Vous êtes de quel côté, Guylain? Je suis dans le Sarladais, plus précisément à La Roque-Gajac. La Roque-Gajac, un des plus beaux villages de France. On rappelle que le Périgord, c'est Sarlat, c'est des châteaux, c'est la vallée de la Dordogne. Alors vous êtes pêcheur par tradition familiale, hein, vous êtes passionné, et puis on peut considérer que vous avez mis toute la famille à la pêche et qu'ils sont ravis, vos petits-enfants, vos 4 petits-enfants. Tout à fait, c'est vrai que dans la famille, tout le monde J'ai hérité de ça par mon père et mon grand-père, mais qui n'étaient pas des pêcheurs bien passionnés. Par contre, moi, je suis passionné depuis longtemps. Et mes enfants et mes petits-enfants le sont également. Alors, si un auditeur ou une auditrice nous écoute, jeune ou vieux, et qu'il devait commencer par une région de France, ce serait plutôt la Dordogne pour commencer à pêcher, parce que les rivières sont plutôt jolies, c'est plutôt peu peuplé, peu industrialisé. Donc franchement, c'est le bel endroit. C'est vrai qu'on a encore des milieux aquatiques qui sont assez préservés du fait, comme vous l'avez dit, d'une population qui n'est pas très importante et une région peu industrialisée. C'est ce qui fait l'attrait touristique de cette région, notamment avec les loisirs de nature qui prennent de plus en plus d'ampleur derrière, bien sûr, le patrimoine historique du département. Bien sûr. Alors Benoît a les yeux qui brillent parce qu'il adore la Dordogne, pour plein de raisons. Et il a pêché là-bas. Où ça? J'ai pêché à la Roque-Gajac avec Guylain déjà. Déjà, premièrement. On se connaît. Et puis sur l'île, du côté de Périgueux, il y a des étangs magnifiques à pêcher également. Et ce qui est bien en Dordogne, c'est qu'il y a une diversité de pêche qui est incroyable. Entre la truite, le brochet, la carpe,
Bon, je crois qu'on peut à peu près tout pêcher en Dordogne. Hein. Oui, c'est ça. Il y a 20 000 adhérents dans la fédération chez vous. C'est une grosse fédération, non? C'est plutôt une grosse fédération. C'est plutôt une grosse fédération. C'est pas la plus grosse de France, mais effectivement, nous avons 20 000 adhérents. Un nombre qui d'ailleurs est en augmentation depuis quelques temps. Sans doute que le confinement a ramené les gens vers les loisirs de nature, dont la pêche fait partie évidemment. Est-ce que vous pensez que le confinement a fait du bien à nos rivières, à notre nature? Le confinement a fait du bien à la nature, c'est possible. Les activités humaines ont été fortement réduites. Mais je pense pas que l'objectif soit quand même de gérer l'environnement par ce genre de biais. Qu'est-ce qu'on trouve comme genre de poissons en Dordogne? Quels sont ceux qui sont protégés? Et j'en parlais tout à l'heure, il paraît qu'on peut voir du saumon qui remonte dans la Dordogne. C'est une blague? Alors c'est pas une blague, non. Le saumon dans la Dordogne a été réintroduit il y a pas mal d'années, puisqu'il avait disparu du fait de la mise en place des barrages hydroélectriques il y a fort longtemps de ça. Il y a des plans de réintroduction qui fonctionnent, puisqu'on a quand même des remontées de ce poisson emblématique dans notre rivière. Remontée qui est quand même assez compliquée du fait des barrages et du fait de quelques difficultés. On a une rivière où existent encore les 5 espèces de migrateurs qu'on a dans notre pays. Qui sont l'anguille, le saumon, l'esturgeon, la laude, la lamproie et accessoirement la truite de mer. D'accord. Et dans notre histoire de France, ce sont un peu les barrages qui ont freiné cette population de poissons naturellement. Clairement, les obstacles à l'émigration des poissons, évidemment, sont particulièrement pénalisants pour les espèces qui passent de la mer à l'eau douce. Alors comment on fait aujourd'hui pour les laisser passer? Alors pour les laisser passer, il y a eu des aménagements de fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle des échelles à poissons, des aménagements qui permettent aux poissons de franchir ces ouvrages. Avec efficacité, non? Avec plus ou moins d'efficacité. Par contre, ce contre quoi on s'élève aujourd'hui, nous pêcheurs aux lignes, en Dordogne et ailleurs, c'est dans le fait qu'on réaménage de plus en plus, on crée éventuellement de nouveaux ouvrages sur nos cours d'eau et qui se retrouvent donc tronçonnés. Là, vous parlez des ouvrages EDF, les microcentrales, ce genre de choses. Des microcentrales qui sont le plus souvent, justement, qui ne sont pas le fait d'EDF, mais qui sont le fait d'investisseurs privés et qui ont pour but de produire de l'électricité, très peu d'électricité, en fait, puisque ça représente une production assez dérisoire par rapport aux besoins de notre pays. Par contre, pour la vie et le développement des poissons en général et des poissons migrateurs en particulier, c'est très pénalisant. D'accord. Alors, quelle est la solution que vous proposez? Solution alternative? Solution de blocage? Comment on fait? Parce qu'en 2 mots, il faut qu'on rentre un petit peu dans ce débat. La solution, serait d'essayer de préserver les quelques rivières en France, particulièrement en zone de montagne, qui restent indemnes, c'est-à-dire de ne pas créer de nouveaux aménagements sur ces rivières. Alors, c'est lesquelles ces rivières? Les rivières de région de montagne, d'accord. Le massif central, où justement, il est prévu souvent d'aménager de nouvelles centrales, de mini-centrales hydroélectriques. Parce que le pêcheur, rappelons-le, c'est le premier lanceur d'alerte, c'est le premier qui va signaler qu'il y a une pollution, signaler qu'il y a un problème sur la rivière. On est d'accord, Benoît, c'est celui-là qui va alerter en fait les autorités quand il y a un problème sur la rivière. C'est lui qui le voit, c'est le premier spectateur. Oui, tout à fait. Il y a un rôle de vigile des rivières un petit peu, parce qu'on est vigile des rivières, c'est ça. C'est bien parce qu'on est au contact du coup de ces rivières. Il y a des pêcheurs parfois au quotidien presque, et donc ils signalent soit aux associations, soit au service de l'État des problèmes de pollution. Et puis on constate, je veux dire, un pêcheur qui pêche régulièrement une rivière, il voit bien l'évolution de cette rivière, l'évolution des populations de poissons, et donc il y a vraiment un rôle important de vigile des rivières. Qu'est-ce qui peut l'alerter? C'est la couleur de l'eau, c'est les algues? Oui, voilà, ça peut être, j'allais dire, une pollution à l'essence avec se voile dérivée à la surface. Ça peut être une constatation
de mortalité de poissons qui alerte. Et à ce moment-là, il alerte soit la fédération de pêche, l'association locale ou les autorités, donc les services de l'État, sur cette problématique. Alors vous pêchez comment, Guilain? Vous pêchez canne, pêche, moulinet, leurre parce qu'il y a des tas de techniques que j'ai appris avec Benoît, là, c'est effarant, hein, comment on s'y retrouve. Les lieux de pêche sont variés, les techniques le sont encore davantage. Personnellement, je pratique toutes les pêches. De la blette à la mouche, au thon à la traîne en mer, en passant par la truite au toc et le carnassier à la verticale. Le truite au toc, c'est quoi? La truite au toc, tout à fait, oui. C'est une pêche assez fine de la truite. Pêche assez fine de la truite aux appâts naturels. Dans les ruisseaux de première catégorie. Et on en a encore en Dordogne. Et le carnassier à la verticale, c'est quoi? Le carnassier à la verticale, c'est une pêche au leurre qui se pratique en bateau dans les plans d'eau. D'accord. En avant en Dordogne, il y en a pas mal dans tous les départements. Benoît, on peut pêcher en bateau sur l'eau ou on est obligé de pêcher au bord de la rive? Alors, ça dépend des endroits, mais la plupart du temps, on peut faire des pêches embarquées, que ça soit en bateau, donc ça peut être des barques de pêche, des bateaux un peu plus imposants, ou en flotte tube, voire en kayak de pêche. Ah oui, rappelez-nous ce que c'est que le flotte tube. Ça marche bien auprès des jeunes. Oui, alors c'est quelque chose qui est un peu démocratisé, j'allais dire la pêche embarquée, parce que c'est assez peu cher. Il faut imaginer une sorte de sèche gonflable de piscine, sur lequel on est beaucoup plus solide, beaucoup plus adapté à la pêche, dans lequel on est assis, les pieds dans l'eau, et on se déplace à l'aide de palmes. D'accord. Ah, on palme? Oui, on palme. C'est pour les plus jeunes et les moins jeunes. Je crois que Guilain pratique le flotte tube aussi régulièrement vers chez lui. C'est magnifique. Déjà, c'est pas cher d'acquisition. Deux, ça se range facilement parce qu'on le dégonfle et ça prend peu de place chez nous. On le met directement à l'eau et puis on a un contact qui est merveilleux avec la nature. Parce que pas de bruit, on palme, on a les poissons qui viennent jusque dans les palmes justement suivre nos leurres. C'est vraiment très agréable. Guilain et Benoît, vous êtes d'accord que la pêche, c'est un des loisirs les moins chers de France? C'est incontestable. Après, on peut évidemment acheter du matériel très cher, faire des déplacements très coûteux, mais on peut pêcher. Benoît, il en claque de l'argent dans ses cannes. On peut aussi. Mais on peut pêcher pour une somme très modique. Une carte de pêche, c'est de l'ordre de 75 à 80 € pour toute l'année. Si on va à la pêche souvent, avec peu de matériel, c'est vraiment un des loisirs les moins chers de France. De nature, c'est incontestable. Et en plus, vous êtes un grand-père heureux car vous partagez ce loisir avec vos 4 petits-enfants. Racontez-nous, le plus jeune à 4 ans. Le plus jeune à 4 ans, oui. Il est très intéressé par la pêche, il est passionné aussi, mais je dirais que c'est l'âge minimum à partir duquel on peut réellement exercer un tout petit peu avec une certaine autonomie. Quelle est l'actualité de la pêche en Dordogne, là, bientôt? C'est quoi? Quelle ouverture? L'actualité de la pêche, c'est l'ouverture le 12 mars, dans quelques semaines. C'est l'événement majeur. C'est l'événement majeur en France de la pêche associative. C'est 60% des pêcheurs qui prennent la carte et qui vont à la pêche pour cette période. Très bien. Voilà, l'ouverture de la truite, c'est bien ça. C'est ça. Et de la première catégorie, donc comme disait Guilain, c'est vraiment un moment assez extraordinaire où on peut voir des fois potentiellement beaucoup de gens au bord de l'eau. Et c'est vraiment un moment de partage. Et puis parfois, pour d'autres, dans des coins un peu plus isolés, un moment où ils vont retrouver leur passion et leur milieu favori. Et il arrive parfois que le poisson ne morde pas. Eh bien, ça arrive. Ouais. C'est le jeu à la pêche. Si on attrapait à chaque fois des poissons dans des quantités phénoménales, ça serait même presque plus marrant, justement. Souvent, moi, quand j'étais animateur pêche et qu'il y avait des périodes de creux avec les enfants, on n'attrapait pas de poissons. En fait, on se rend compte qu'après, la prise du poisson, elle a d'autant plus de valeur et on la savoure. C'est un peu comme dans la vie. C'est-à-dire, s'il y avait que des bons moments, peut-être qu'on les savourerait pas de la meilleure manière. Il ne faut pas être trop rassasié. Merci d'avoir participé à l'émission et de nous avoir éclairé sur la pêche en Dordogne, Guilain Bataille. On vous dit à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Merci beaucoup et restez avec nous, chers amis Sud Radio. Dans un instant, la preuve vivante que la pêche est un loisir tendance qui peut rimer avec adrénaline et féminité grâce au témoignage de Mélanie, jeune monitrice de guide de pêche de 29 ans située au cœur du département du Var.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour dans la France à découvrir pour parler de cette passion, de ce loisir, de ce sport qu'est la pêche en eau douce avec Benoît Lefebvre, chargé du développement du loisir pêche à la Fédération nationale pour la pêche en France et en eau douce, pêcheur lui-même. Et nous allons accueillir Mélanie tout à l'heure, qui est une jeune femme, qui est une passionnée de pêche, qui va aux quatre coins du monde et qui est située dans le Var. Mais auparavant, une petite question, Benoît. Qu'est-ce que la Fédération met en place comme outil pour faire venir encore plus de gens à elle? Parce que c'est ça l'idée. Il y a même 1 500 000, mais il en faudrait 2 millions, ce serait mieux. Voilà, on a facilité, comme on parlait tout à l'heure, l'accès à la carte de pêche par le site cartedepêche.fr. Et puis depuis cette semaine, c'est un scoop qu'on annonce sur Sud Radio. Bravo. On permet maintenant, les cartes de pêche sont éligibles au paiement par chèque vacances dématérialisé. C'est-à-dire les chèques vacances qu'on connaissait par chèque, maintenant il y a la version dématérialisée. Et alors quand on va sur cartedepêche.fr, sa carte de pêche, on peut la payer par ce moyen. Donc ça facilite encore l'accès à notre loisir. Très bien, bonne idée. Super idée et super avancée. Que la pêche soit reconnue parmi les loisirs qui sont intégrés au dispositif chèque vacances. Et comment on explique qu'il y ait peu de femmes qui viennent à la pêche? Parce que dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de femmes. Il y en a 25, 30, 40%, même dans les régions beaucoup plus. Et là, on est à combien? 8%? 8% à peu près. Donc peut-être qu'il y a des aspects culturels liés à ça. Et c'est vraiment dommage parce que, on va le voir tout à l'heure, les femmes, avec Mélanie, les femmes ont toute leur place dans la pêche, s'éclatent à la pêche. C'est vrai. Et puis, c'est un moyen de partager parfois avec la famille aussi des bons moments, la nature et le loisir, et parfois de l'adrénaline. Et bien justement, on retrouve Mélanie là en ce moment qui nous attend dans le cœur Var à 40 km à l'ouest de Draguignan. Et bonjour Mélanie. Bonjour. C'est bien ça, 40 maisons, 100 hectares, 8 km de rive, c'est top. Oui, il y a pire comme endroit. Alors vous avez 29 ans, vous êtes une passionnée de pêche, vous êtes moniteur guide de pêche dans le Var. Au début, vous étiez vendeuse d'articles de pêche et vous êtes tombée dedans dans cette passion à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélanie? Tout simplement, lors de mon premier job en tant qu'étudiante, dans une enseigne de sport, à la vente d'articles de pêche, par conscience professionnelle et pour justement mieux conseiller les clients, je me suis prise au jeu d'essayer en fait tout ce qui était les cannes, les leurres, tout ça. Et puis finalement, je me suis prise au jeu et ça m'a plus jamais quittée. Alors qu'est-ce qui vous a plu tout de suite? Le fait de prendre d'être en contact avec la nature, de pêcher un poisson, l'excitation de savoir où il se trouve? Comment ça se passe dans votre tête? Alors oui, au départ, l'excitation, c'est de prendre ses premiers poissons. C'est vrai que c'est une sensation qui est assez particulière. On ne sait jamais trop ce qu'il va y avoir au bout de la ligne. Et puis avec le temps, c'est toute cette technicité, puisque c'est quand même un sport qui est devenu très varié au niveau des techniques et dans le matériel, dans l'utilisation et dans l'approche. Donc oui, aujourd'hui, ce qui me plaît dans cette passion, c'est d'être déjà au cœur de la nature, d'apprécier mon environnement. Et justement de comprendre enfin ce qui se passe sous l'eau. Alors cette passion vous a emmené en Nouvelle-Zélande pendant des mois pour la pêche à la mouche. Vous rentrez de Colombie parce que vous êtes allé chercher un peacock, donc personne ne sait ce que c'est exactement, vous allez nous le dire. Avec quelle technique le peacock? Pêche au leurre. Alors moi je suis spécialisée vraiment uniquement sur la pêche au leurre. Alors rappelez-nous la pêche au leurre rapidement, c'est quoi? C'est un leurre au bout de l'hameçon, c'est ça? Exactement, en fait. En métal? Il y a différentes matières possibles. Le but, en fait, c'est d'imiter plus ou moins une proie sous l'eau, et c'est en bois, en plastique. Enfin, vous avez différentes matières en fonction des vibrations que vous souhaitez émettre. Et dans l'objectif, en fait, de faire réagir les poissons sous l'eau, donc notamment les carnassiers, brochets, perches, cendres, tout ça. Et en fait, il y a 2 hameçons ou 3, selon ce que vous faites, qui sont montés sur ce bout de plastique, et c'est comme ça que vous attrapez les poissons. Alors racontez-nous en Amazon une anecdote, un souvenir. Ça s'est bien passé avec le peacock? Oui, ça s'est super bien passé. C'était vraiment atypique comme voyage et c'est ce que je recherchais. C'était vraiment très très reculé dans la jungle et donc le peacock, c'est un poisson qui se pêche facilement en surface. Donc du coup, c'est vrai que c'est toujours des moments magnifiques parce que c'est des poissons qui font un peu le show de par déjà leur couleur. Ils sont très colorés et en plus les attaques sont vraiment très violentes et se font en surface. Donc on arrive à voir le poisson sortir de l'eau pour attraper le leurre qu'on lui propose. Donc c'était vraiment sympa. Ça, c'est des termes techniques, Benoît. Les attaques du poisson, ce que le poisson attaque donc. Oui, c'est ça. Oui. Au moment où le poisson saisit le leurre, c'est ce qu'on appelle une attaque. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses moi, je suis pas pêcheur. Enfin, je l'ai été il y a très longtemps, mais que j'ai oublié, notamment sur les mouvements de poignet, les moments où on met le leurre à tel endroit et pas à un autre. Racontez-nous comment ça se passe, Mélanie.
Oui, bon, ça dépend il y a énormément de facteurs à prendre en compte, la saisonnalité, le type de milieu, que ce soit une rivière, un lac, et surtout les espèces recherchées. Donc, du coup, ce mouvement de poignée que vous appelez peut-être, c'est peut-être le ferrage. Donc, ça, c'est au moment où le poisson, voilà, c'est le moment où le poisson attrape le leurre dans sa gueule. À ce moment-là, il faut faire, en fait, un petit mouvement de poignée qui va venir faire rentrer les hameçons dans sa bouche, parce que si on bouge pas, le poisson ne se pique pas. D'accord, c'est ça. Et votre travail consiste en quoi? Parce que vous êtes moniteur guide de pêche dans le Var, donc vous emmenez des clients pêcher une journée, 2 journées, une nuit, vous crapahutez, bivouaquez? Tout à fait, en fonction de la demande. Moi, ce que j'apprécie faire en tant que guide de pêche, c'est surtout auprès du jeune public, pour leur apprendre les bases mêmes de la pêche et surtout à comprendre les milieux, comment ça fonctionne, comment concrétiser en fait leur pêche, pas uniquement faire prendre du poisson, mais plus voilà, comprendre comment ils ont réussi à en attraper pour qu'ils puissent être autonomes après dans leur pêche. D'accord. Et vous êtes aussi parti en Nouvelle-Zélande? Oui, je suis partie longtemps en Nouvelle-Zélande. Combien de temps? Presque 10 mois. 10 mois, et pour pêcher quoi? La truite à la mouche. Ah oui, comme dans le film Et au milieu coule une rivière. C'est la grande image d'Épinal. Et alors, vous avez pêché à la mouche donc dans un fleuve néo-zélandais. Ça, c'est pareil, c'est une histoire incroyable. Comment vous l'avez vécu? Vous avez des souvenirs incroyables à nous raconter? Oui, parce qu'en plus, c'était une technique que je ne maîtrisais, mais alors pas du tout. Donc, c'était plus dans cet esprit-là. Les Néo-Zélandais n'ont pas la même technique que nous. Alors si, ils ont les mêmes techniques, mais si vous voulez, c'est le haut lieu de la pêche à la mouche en Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc du coup, pêcher au leurre, ça se fait beaucoup moins, et puis c'est loin d'être leur activité principale. C'est des puristes au niveau de la pêche à la mouche. Donc du coup, c'était vraiment pour me perfectionner sur cette technique que je suis partie là-bas. Et donc maintenant, vous êtes la meilleure pêcheuse à la mouche de France? Non, loin de là. Non, c'est vrai. On parlait des techniques, Benoît, et il y en a plein de techniques en fait. Comment on peut dire à nos auditeurs qui ne connaissent pas bien la pêche que c'est assez facile finalement la pêche, mais il faut quand même à un moment donné... Alors voilà, il y a beaucoup de techniques qui sont liées aux poissons qu'on recherche, d'abord, au milieu dans lequel on pêche, comme disait Mélanie également. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'en fait, il y a moyen de commencer très facilement la pêche par des techniques de base. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est après, on n'a pas assez, j'allais dire, de toute une vie pour découvrir l'ensemble des techniques qui existent. Moi-même, vous voyez, après 32 ans, je redécouvre aujourd'hui des techniques différemment, les approfondissant. Et puis, je trouve des variantes également. Et c'est un vrai plaisir, justement, de redécouvrir la pêche à chaque fois avec une nouvelle technique, une nouvelle espèce. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans notre loisir. En plus, Mélanie, vous êtes très attentive à l'environnement. En préparant cette émission, vous me racontiez que vous savez à peu près, en regardant une rivière, en regardant un lac, où sont les poissons, à quel moment ils vont arriver, en fonction de la température, tout ça. C'est ça que vous avez affiné tout au long de votre vie de sportive et de pêcheuse? Oui, tout à fait. C'est une expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des années de pratique. Et puis aussi le fait de passer beaucoup de temps au bord de l'eau, c'est vraiment des choses qu'on comprend. Il y a des choses qui sont quand même assez redondantes dans le comportement des poissons. Donc du coup, par exemple, à un moment donné, vous savez qu'il y a du poisson là et vous êtes sûr? Alors c'est toujours je peux pas. On pas être sûr à 100%, mais. Non, mais voilà, par exemple, une zone, quand il fait froid, les zones qui sont bien exposées au soleil en hiver, par exemple, c'est des zones où on sait que c'est potentiellement un endroit où les poissons vont venir, les carnassiers vont venir chasser, parce que les autres poissons, les plus petits, leurs proies, en fait, sont dans ces zones-là, parce qu'elles affectionnent un peu plus la chaleur alors qu'il fait très froid. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qu'on remarque, ou quand il y a des obstacles dans l'eau, des arbres, des pierres, tout ça, ce sont de l'habitat en fait, tout simplement, et le poisson s'en sert pour se protéger et pour se cacher. Donc du coup, on sait que potentiellement, s'il y a un obstacle dans l'eau, il est susceptible d'abriter un poisson. Et est-ce que vous faites appel à des instruments technologiques comme des sondeurs? Alors oui, là je parlais plutôt d'une pêche du bord, tout à fait. Après, dès qu'on est sur l'eau en embarcation, tout à fait. Maintenant, on a des outils qui sont incroyables, notamment les sondeurs, qui nous permettent de nous confirmer ou non la présence de poissons sous le bateau, ou même de lire les fonds. Quand c'est difficile de connaître le fond d'un lac, comment il est fait, tout ça. Alors du coup, c'est vrai que l'usage de ce type d'instruments technologiques nous permet de gagner énormément de temps. Bah oui. Mais là, vous trichez un petit peu par rapport à l'esprit de la pêche qui est d'attendre, d'observer. Là, c'est trop facile presque.
Oui et non, parce que c'est pas parce qu'on les voit qu'ils vont mordre. Hein. C'est vrai, Benoît? Non, ce serait très simple. Voilà, tout à fait. Oui. Ça donne des informations supplémentaires, mais ça ne garantit en rien la prise. J'allais dire, parce qu'en fait, on a un écho, par exemple, quand on parlait des échosondeurs, donc ça marque la présence d'un poisson. Mais au début, quand on utilise ces instruments, si on ne connaît pas justement le comportement des poissons, on a du mal à identifier quel poisson se situe en dessous de nous. Ça m'est arrivé, je pense, au début d'utiliser un sondeur et de passer peut-être 2 heures sur un écho en pensant que c'était un carnassier. Et certainement, j'ai essayé d'attraper une carpe avec un leurre. Mélanie, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si jamais on veut se mettre à la pêche, on vous contacte à la Fédération française du Var. Vous serez certainement la meilleure monitrice pour commencer et débuter. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Et nous, on se retrouvera bientôt pour parler encore de la pêche. Cette émission se termine. Benoît, merci beaucoup d'avoir participé. Un dernier mot, un mot de la fin. Venez pêcher. Eh ben, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Et puis, surtout, quand vous prenez votre carte de pêche, pensez que vous devenez adhérent. Donc, on a beaucoup parlé de ce que la pêche peut faire pour nous. Eh ben, on peut voir aussi ce que nous, on peut faire pour la pêche et pour la protection des milieux aquatiques en devenant adhérent d'une association. Donc, soutenons les associations et commençons à pêcher si on n'a pas commencé. Et si on continue, continuons. Exactement. Parfait. Eh bien, la suite sur Sud Radio, c'est avec Ça roule. Pierre Chasseret et Laurence Perrault. On se retrouve, nous, la semaine prochaine dans La France à découvrir. Bonne fin de week-end et bonne fin de dimanche. À bientôt.